Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Et évidemment, comme à chaque fois, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille. Sanglant janvier en Afrique aurait pu peut-être chanter à tue-tête Fela Kuti pour rappeler le sacrifice et la résilience de Patrice Lumumba et d'Amilcar Cabral. 12 ans, 3 jours et sans doute quelques heures séparent les deux crimes. Cabral, Lumumba voient de la résonance africaine, assassinés, martyrisés par leur ennemi, l'impérialisme. Leur voix ne s'est jamais éteinte, elle murmure depuis tout ce temps liberté et panafricanisme. Sans se rencontrer, sans se parler, et pourtant le sort et la providence les ont unis dans ce combat nommé panafricanisme. Plus de 60 ans plus tard, d'Alger à Addis Abeba, de Dakhla au Sahara occidental, à Bari en Somalie, sur l'ensemble du continent africain et même ailleurs dans d'autres terres du tiers-monde, leur combat se porte comme une mère porte son enfant. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, il s'agira pour nous ce soir de nous pencher sur ces assassinats ciblés de l'impérialisme contre les leaders africains. Que porte bien la mémoire d'Amilcar Cabral et de Patrice Lumumba. Il y a 60 ans, il y a 53 ans, les deux ont été lâchement assassinés. Et pour parler de ces assassinats ciblés, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir de Fortifi Lushima qui me rejoint depuis la République démocratique du Congo. Fortifi est journaliste mais aussi militant panafricaniste. Bonsoir Fortifi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, et le plaisir est partagé. Je pense que nous allons passer de bons moments d'échange. J'aurai également le plaisir d'être accompagné ce soir de Prince Koya, politologue et aussi spécialiste des questions africaines. Bonsoir Prince, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir très cher soeur, c'est un plaisir de prendre part à l'émission. Merci. Et je rappelle que même Prince Koya est aussi un militant panafricain. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de revenir sur les mémoires et l'héritage de Patrice Lumumba et d'Amilcar Cabral, leur impact sur les luttes anti-impérialistes, sur les luttes anticoloniales, je vous propose d'abord ce sujet de Karim Bouaziz qui revient sur ces noms et sur ces personnalités assassinées dans le même cadre. Walter Rodney, Robin Omniobé, Félix Moumié, Barthélemy Boganda, Mehdi Menbarka, Mohamed Boudia, Malcolm X. Et la liste reste encore longue, tous victimes d'un même serial killer, à savoir l'impérialisme blanc, qui a fait de l'assassinat ciblé l'arme immortelle pour maintenir son hégémonie sur le tiers-monde. De prime abord, cette longue liste peut sembler aléatoire. Ni le temps ni l'espace ne peuvent justifier l'acharnement de l'impérialisme contre ces hommes qui avaient pour seule arme la douleur de leurs frères opprimés, au nom de la domination économique, culturelle et politique. C'est avec la conviction profonde que l'homme est né pour être libre que ces hommes se sont dressés contre l'oppresseur, un oppresseur qui de son côté fera de l'assassinat ciblé l'expression de son refus de considérer que tous les hommes naissent et doivent demeurer libres. Encore plus cruel que ce crime contre l'humanité, c'est le refus des puissances de les reconnaître, même si les preuves à charge les désignent, et jusqu'à présent, ces crimes demeurent impunis. Leurs commanditaires n'ont jamais été inquiétés par la justice, c'est d'ailleurs ce qui confère aujourd'hui à l'entité sioniste le feu vert d'assassiner en toute impunité. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à mes invités. Donc on l'aura compris, la liste des personnes, des leaders africains, des leaders du tiers-monde, est bien longue. Ils ont été tous assassinés par l'impérialisme blanc qui voulait imposer son hégémonie culturelle mais aussi politique sur l'Afrique. La question peut sembler anodine mais elle se doit d'être posée. Je voudrais votre avis à tous les deux. Je commence avec vous Fortifi. Alors que signifie aujourd'hui pour vous cet héritage de porter cette lutte de ces noms, de ces grands noms de la lutte anti-impérialiste et de la lutte anticoloniale? D'abord, madame, je pense que, avant de parler de la signification de cette lutte menée par nos aînés, je pense qu'il est d'abord important de rappeler à la jeunesse ou à vos téléspectateurs ce qu'est cette lutte, ce qu'est cet héritage, quel est cet héritage. Patrice Lumumba, Cabral, Malcolm X et tous ces grands géants qui sont morts pour la liberté du tiers-monde, ils avaient en commun une chose, de grandes choses.
ils ont légué à la nouvelle génération des enseignements pratiques et théoriques. Ils avaient compris que l'Afrique, depuis qu'elle a rencontré l'Occident capitaliste, elle avait besoin justement, elle a besoin jusqu'aujourd'hui de reconquérir sa souveraineté, mais tout ça dans l'esprit de la panafricanité. Amilcar Cabral et Lumumba se sont battus pour que la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, la jeunesse panafricaniste, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse guinéenne puisse prendre en compte cette priorisation de la reconquête de la souveraineté et puisse l'associer avec l'esprit de la panafricanité. Parce que, il faut qu'on puisse séduire les choses très clairement, Patrice Lumumba et tous ces grands panafricanistes pensaient clairement qu'il n'y a pas de démocratie sans souveraineté, qu'il n'y a pas de bonne gouvernance sans souveraineté, il n'y a pas d'État sans souveraineté, il n'y a pas d'homme libre sans souveraineté. Raison pour laquelle ils avaient mis en avant la question de la souveraineté, mais ils avaient aussi compris, et c'est d'ailleurs la beauté même de leur combat, ils avaient compris que cette lutte ne doit pas être menée de manière individuelle, cette lutte ne doit pas être menée de manière unilatérale, parce que le Congo seul ne peut pas vaincre la pieuvre occidentale. L'Algérie seule ne peut pas vaincre la pieuvre occidentale, la Côte d'Ivoire seule ne peut pas le faire. Il faut que ce combat soit mené dans l'unité. Raison pour laquelle je parle de la reconquête de la souveraineté, mais dans l'esprit justement de la panafricanité. Et donc, c'est d'ailleurs la définition que nous donnons aujourd'hui au panafricanisme, nous en tant que mouvement Urgence panafricaniste aujourd'hui, que ce panafricanisme, c'est aujourd'hui l'unité des diverses formes d'africanité dans l'objectif d'obtenir collectivement la souveraineté. Chaque État africain doit s'unir avec un autre État africain pour que nous puissions justement conquérir cette souveraineté. D'ailleurs, Kwame Nkrumah disait que s'unir ou périr face à la pieuvre occidentale. On doit s'unir et sinon nous allons périr. Et d'ailleurs, pour terminer, je vais faire une révélation que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ce que beaucoup de gens pensent que Patrice Lumumba a été simplement assassiné parce qu'il défendait la souveraineté ou l'indépendance congolaise. C'est un élément de la réponse, mais ce n'est pas l'élément principal. Patrice Lumumba, particulièrement, a été assassiné parce que la CIA et les services secrets occidentaux et d'autres services secrets occidentaux avaient découvert qu'il y avait en secret un accord signé entre Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, un accord secret pour monter ou pour établir les États-Unis du Congo et du Ghana. D'ailleurs, ces projets devaient être rejoints par Modibo Keïta du Mali et Sékou Touré de la Guinée. Et d'ailleurs, ils étaient en pleine discussion avec Nasser de l'Égypte pour mettre en forme cette lutte pour la souveraineté. Et donc, pour conclure à la première réponse, ces combats signifient pour nous que nous devons justement mettre en avant la question de la souveraineté. Elle doit être la priorité pour chaque Africain, mais tout cela doit être fait dans l'esprit de la panafricanité. Justement, on va revenir sur ce point que vous venez de citer, qui est très important. Je rappelle également que Patrice Lumumba a joué un grand rôle dans la lutte de l'Algérie contre la colonisation par son aide et son soutien. Et on va revenir justement à ces idéologies des luttes anti-impérialistes et des luttes contre le colonialisme. Je viens vers vous, Prince Koya, avec la même question. Aujourd'hui, en tant que jeune leader, en tant que jeune panafricain, que représente pour vous cet héritage ? L'héritage, il est grand, il est important. Il s'exprime dans bien des choses que mon prédécesseur a dit tout à l'heure. Alors, de ces personnages-là, chacun a montré qu'avec la diversité des dons, avec la diversité des capacités intellectuelles, des capacités opérationnelles, des Africains étaient capables de coopérer, de collaborer, où qu'ils se trouvaient sur les coins du continent, ensemble pour lutter justement contre l'invasion coloniale qui durait depuis en Afrique le début du 19e siècle, à commencer par l'Algérie 1830 jusqu'à la fin des colonisations en 90 avec l'apartheid. Alors, Amilcar Cabral, agronome de formation, on peut le voir, il s'est exercé à la lutte armée, donc c'est une leçon comme quoi il y a des indépendances africaines qui devaient être obtenues par la lutte armée. Parce que là-bas, l'impérialisme très fort, prédateur, n'était pas prêt à céder. Est-ce que ce débat est encore d'actualité au Mali, par exemple, où c'est finalement
le fait que l'armée se soit appropriée la capacité souveraine d'assurer la sécurité sur son territoire, donc la souveraineté militaire, hein, à l'instar d'un Amical Cabral qui, lui, n'avait pas les moyens souverains de l'époque, mais qui avait organisé une guérilla. C'est quelque part là des héritiers d'Amical Cabral sous la forme de la lutte armée. En dehors de lui, Lumumba était davantage, évidemment, diplomate, penseur, pour construire une Afrique unie, comme cela a été dit tout à l'heure. On a des intellectuels panafricains, des intellectuels panafricains du peuple qui se sont nourris de cela, donc qui écrivent des livres et qui, eux, sont spécialisés dans la nourriture de la conscience du peuple. Parce qu'évidemment, la nation des jeunes, des Africains, la population africaine, est davantage politisée aujourd'hui. Si elle est davantage politisée, c'est parce qu'il y a des chaînes comme Algérie 24 qui existent, et d'autres médias qui existent, et des écrivains, des auteurs. Donc, ils sont aussi, quelque part, héritiers de ces grands théoriciens du panafricanisme et qui ont permis de nourrir les consciences. C'est une fois que les consciences sont nourries que les hommes passent à l'action pour l'autodétermination, pour la libération. Donc, ces héritages sont nombreux et sous divers aspects, sous diverses dimensions. Tantôt sous la lutte armée, tantôt pour la lutte pour recouvrer la souveraineté, tantôt pour la lutte, par exemple, du fédéralisme africain, donc du panafricanisme fini. Par exemple, l'ONG Urgence panafricaniste et bien d'autres sont eux aussi des acteurs assez différents qui ont des couloirs dans lesquels ils exercent. Par exemple, cette ONG et bien d'autres travaillent également à ce que le panafricanisme soit, comme mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, d'abord une conquête de la souveraineté, mais qui se fait avec l'ensemble des pays, parce que comme le dit Ubuntu, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs acteurs qui ont hérité de ces aspects des pères de l'indépendance africaine, voilà, et qui l'exercent de manière différente, mais on souhaite que ce soit fait de manière complémentaire entre la lutte armée, entre la conscientisation du peuple, entre la production agricole, économique. Donc tout ça, ce sont des formes d'autodétermination qui sont exercées aujourd'hui, mais qui sont appelées à être renforcées davantage. Très bien. Je viens vers vous, Fortifi, pour la dernière question de cette première partie. Alors, d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, cette pratique de l'impérialisme perdure? Et là, je pense justement à Georges Ibrahim Abdallah, leader de la question palestinienne maintenue dans les geôles de la France, étant le plus vieux détenu politique dans le monde. Je pense encore au leader kanaki interpellé dans le cadre du mouvement du peuple kanak. Est-ce qu'on peut dire que cette pratique aujourd'hui, même si ce n'est pas l'assassinat direct, alors que l'antité-sioniste, on l'a dit dans le sujet, ne se refuse pas ce droit qui est devenu presque légitime, alors que le droit international s'y refuse? D'ailleurs, madame, je pense que cette pratique remonte à l'époque de l'esclavage. À l'époque de l'esclavage, il était donc mis comme stratégie de fouetter, de tuer, de maltraiter, de brimer le nègre le plus rebelle dans la plantation pour que ça serve de leçon, pour que ça fasse peur aux autres noirs, aux autres nègres, aux autres combattants de la liberté qui sont dans la plantation. Et l'ennemi, qu'il soit sioniste, qu'il soit occidental, parce que je pense aussi que le sionisme est extrêmement lié à l'impérialisme occidental, parce que le sionisme a beaucoup aidé l'impérialisme occidental dans la traque des militants du FLN qui s'est battu pour l'indépendance algérienne. Donc il n'y a pas de grosse différence entre les sionismes et l'impérialisme, parce qu'en vérité, ils poursuivent tous le même but. Donc la stratégie n'a jamais changé, mais ce qui est beau, ce qui est bon aujourd'hui, c'est que plus ils étouffent le mouvement de la libération, plus ils étouffent ceux qui se battent pour la liberté, plus ils vivifient leur combat. Vous tuez Thomas Sankara, 10 ans après, il naît dans ces pays plus de 10 000 Sankara. Vous tuez Lumumba, aujourd'hui au Congo, il y a plus de panafricanisme, il y a plus de panafricanistes qu'il y en avait en 1960. Donc, je pense que tout ce qu'entreprend l'impérialisme, tout ce qu'entreprend le sionisme n'est pas que dans l'intérêt, justement, on va dire, stratégique de l'opprimer ou de dominer, parce qu'en vérité, plus l'ennemi est brutal,
plus l'ennemi devient répressif, plus les dominés s'éliguent pour justement mettre en mal les stratégies de l'oppresseur. Très bien, merci Fortifi. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après ceci. Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce plateau de Cap sur l'Afrique. Et ce soir, on se penche sur ces héritages et cette mémoire qui est celle de Patrice Lumumba et d'Amilcar Cabral, deux leaders panafricains qui ont une vision de l'Afrique, une Afrique unie et indivisible. Je viens vers vous, Prince Koya, justement. On va revenir sur ces trajectoires politiques de Patrice Lumumba. Vous avez commencé à en parler. Finalement, quel a été l'impact de l'assassinat? Notre ami Fortifi a commencé à parler. Quel a été l'impact de l'assassinat de Patrice Lumumba sur la lutte anti-impérialiste en République démocratique du Congo et même ailleurs en Afrique? Oui, et même ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Parce que la différence entre un chef d'État et un leader, c'est que le leader est le chef de plusieurs peuples dans plusieurs pays, il n'a pas de frontières. Sa mémoire est vivante parce que ses actions sont puissantes. Elle parle par-delà les frontières de son pays d'origine. Lumumba a longtemps, la mort de Lumumba ou l'assassinat de Lumumba a longtemps été caché, parce que la CIA était impliquée, les Belges étaient impliqués, les Congolais, certains Congolais, notamment celui qui lui a succédé, étaient également impliqués. Donc, dans les premières heures de sa mort, il y a une forme de brouille de l'information autour de sa mort, justement, pour ne pas qu'il revête ces habits-là de libérateur. D'ailleurs, son corps avait été dissous, vous vous rappelez, l'histoire de fait disparaître complètement son histoire, et ce n'est qu'on parle actuellement d'une dent stockée dans un musée, en plus le musée de ceux qui l'ont assassiné ou qui ont contribué à le faire. Donc, à la base, l'idée, c'était de faire disparaître leur image, faire disparaître leur puissance, faire disparaître leur mémoire et leur patrimoine. Mais comme mon prédécesseur l'a encore dit tout à l'heure, on ne peut pas faire disparaître les idées, d'autant qu'elles portent la vie, d'autant qu'elles portent des valeurs d'humanité, de dignité, de liberté. Lumumba apparaît comme Kwame Nkrumah aux yeux de tous les Africains 50, 60, 70 ans plus tard. Lumumba apparaît tel Amilcar Cabral aux yeux des jeunes Africains nés 50, 60 années plus tard. En réalité, il n'est pas seulement pour le Congo. Et on a voulu obstruer justement l'influence qu'il aurait pu avoir. Ils ont réussi à le faire pendant une dizaine, une vingtaine d'années. Mais au moment où l'impérialisme s'attend le moins, Lumumba est redevenu une icône. Plus vivant que jamais aujourd'hui. C'est ça le pire. Plus vivant que jamais. Donc tous les nouveaux leaders qui naissent aujourd'hui vont d'abord lire l'histoire de Lumumba. On lit l'histoire de Cabral et cela va davantage les fortifier. Donc en réalité, Lumumba n'a pas que suscité un réveil au Congo, mais il a également suscité donc ce réveil panafricaniste, d'ailleurs sur lequel on s'appuie tous aujourd'hui, à travers l'Afrique et je dirais même le monde, chez tous les peuples opprimés, chez tous les peuples colonisés, chez tous les peuples esclavagisés. C'est une figure de la lutte et de la libération. Très bien, je rappelle qu'en cette année 2025, Patrice Lumumba aurait eu 100 ans. On va revenir avec vous, Fortifi, sur l'acharnement ou la violence, parce qu'il faut le signaler, il y a eu un assassinat violent, cruel, déshumanisant de Patrice Lumumba. Mais juste avant d'en parler, je vous propose ce sujet de Souhila Hakilal. Patrice Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Né le 2 juillet 1925, mort assassiné 35 ans plus tard suite à un complot cruel et sauvage orchestré par la CIA et l'ancienne puissance coloniale belge et leurs alliés locaux. Dans les années 1950, le contexte politique change et le mouvement pour l'indépendance prend de l'ampleur. Lumumba, fondateur du mouvement national congolais, défend une vision panafricaine et anticolonialiste, prônant l'unité et la liberté pour tous les Congolais au même titre que leurs frères africains. Le 30 juin 1960, la République du Congo arrache son indépendance. Lumumba devient Premier ministre. Son discours de la cérémonie d'indépendance, où il condamne les exactions du régime colonial belge, parle aux Africains sous domination coloniale. Rapidement, le jeune Premier ministre se retrouve dans le viseur des USA et de la Belgique, qui n'approuvent pas les orientations politiques de Lumumba.
qui prône la nécessité d'en finir avec la domination occidentale sur les pays du tiers-monde. Le 14 septembre 1960, après des mois de crise politique et militaire, Patrice Lumumba est destitué par un coup d'État militaire mené par Joseph Mobutu, avec l'appui de puissances occidentales. Quelques semaines plus tard, il est arrêté puis assassiné le 17 janvier 1961, dans des circonstances tragiques. Je viens vers vous, Fortifi, comme on vient de le voir. Patrice Lumumba a été assassiné avec la complicité de ce qui va devenir plus tard un régime relais en République démocratique du Congo. Mais surtout, je veux qu'on revienne sur les circonstances de cet assassinat qui a été d'une cruauté et d'une violence sans précédent. Pouvez-vous nous en dire plus? Mais justement, pourquoi autant de violence jusqu'à arriver à le brûler dans l'acide, mais aussi à garder une dent? C'est déshumanisant, c'est à l'encontre de l'ensemble du continent africain. Bien évidemment. D'ailleurs, il faut savoir que la barbarie, le goût du sang, la cruauté font partie de l'ADN même du capitalisme occidental. Ils agissent comme ça parce qu'ils savent qu'à travers cet acte barbare, ils seront en train d'intimider les autres résistants. Mais ils doivent savoir que cette stratégie marche temporairement, mais ne marche pas éternellement. C'est-à-dire que là, on assassine un personnage qui portait des grandes idées, on assassine un personnage qui portait une grande idéologie. D'ailleurs, on l'a mis dans l'acide, on l'a coupé, comme si on coupait un petit animal, et puis on le jette dans l'acide, et puis on arrache son dent, et on la garde depuis un certain temps. Bon, d'ailleurs, beaucoup se posent la question si on a véritablement rendu au gouvernement congolais la véritable dent de Lumumba. Donc, cette cruauté, cette barbarie, cette sauvagerie font partie de l'ADN de l'impérialisme. Mais ce qui est beau, c'est ce que je suis en train justement de marteler, c'est que aujourd'hui, la jeune génération n'a plus peur de cette barbarie. On s'est accoutumé avec cette barbarie, on s'est accoutumé avec cette sauvagerie de l'Occident, cette sauvagerie du capitalisme occidental. Et aujourd'hui, elle ne fait plus peur. Aujourd'hui, nous nous disons simplement qu'il faut mettre en place des stratégies, des barrières qui vont nous permettre véritablement de bien mener notre lutte et d'arriver justement à nos fins. Et raison pour laquelle aujourd'hui, des hommes comme Ibrahim Traoré, des hommes comme Assimi Goïta, le général Tchani, sont en train justement de mettre en place des véritables stratégies pour éviter encore de revivre ce genre de sauvagerie, ce genre de barbarie sur le continent africain. Donc, ça choque, ça blesse, mais il n'en demeure pas moins que ça nous sert de leçon et ça nous permet justement de prévenir certains actes de l'ennemi. Très bien, Prince, on voit que finalement aujourd'hui, il y a des régimes relais qui sont complices dans l'assassinat de Patrice Lumumba, de Amilcar Cabral, au même titre d'ailleurs que le régime marocain a été complice dans l'assassinat d'un opposant et d'un défenseur du tiers-monde qui est Bembarka. Finalement, quel est le rôle de ces régimes relais et de leur complicité avec les puissances occidentales? Oui, il faut remonter à l'époque coloniale. Ce que vous dites est très 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 vrai. Il faut remonter déjà à l'époque coloniale, même à l'époque esclavagiste, mais pour revenir un peu plus tôt ici, plus proche de nous, à l'époque coloniale, lorsque déjà les colons arrivent, français, britanniques, portugais, espagnols, quand ils arrivent, ils ont des systèmes différents, peut-être les uns des autres, mais le fond ne change pas. Le fond, c'est mercantilisme. Il faut que la colonie profite et que véritablement les colonies s'autofinancent et que la métropole maximise. Pour cela, il faut des hommes de main sur place. Donc il faut des hommes de main, il faut trouver ce qu'on appelle des gens qui étaient dociles, qui seraient les couloirs de transmission des ordres de la métropole sur leurs frères. Ils ont créé les tirailleurs. À la base, les tirailleurs étaient l'armée d'appoint de l'armée coloniale, avant les guerres. C'était ça, utiliser les noirs, les mettre dans une armée qui, elle, allait servir d'armée de conquête pour l'Européen qui arrive. Donc c'était déjà cette forme de phagocytose, du diviser pour régner, lever les uns contre les autres. Ensuite, les chefs de village, les rois, les chefs de tribus, qui ont été ostracisés, mis à l'écart. Bénin 1885, mais même en Afrique, on avait peur d'eux parce qu'ils étaient dépositaires de l'autorité spirituelle, de l'autorité sociale. On les a mis à l'écart et on a institué en lieu et place des
préfets, des chefs de cercle, on appelait les chefs de cercle à l'époque, des gouverneurs coloniaux. Et on a ostracisé les souverainetés coloniales africaines. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on se méfiait d'elles. Et pour certains chefs qui, eux, étaient dociles, on leur accordait quelques petits villages, quelques petits cantons à diriger parce qu'ils avaient vendu quelque part leur pays, leur dignité pour un plat de lentilles. À l'époque des indépendances, c'était la période de transition de la colonisation jusqu'aux indépendances, il y a une nouvelle forme encore d'Africains utilisés qui va apparaître. Donc il y a des Africains radicaux qui veulent l'indépendance, qui veulent recouvrer leur dignité et leur liberté, et il y en a certains qui disent aux colons, ben, écoutez, nous avons encore un peu envie de rester avec vous, nous ne sommes pas aussi radicaux que nos frères, donc oui, vous pouvez nous utiliser, nous allons faire vos affaires. Même pour ceux-là, ça c'est toujours mal fini. C'est un peu le cas de Bokassa. Bokassa qui a travaillé avec Bonganda, Barthélemy et bien d'autres, mais qui a été utilisé justement pour renverser son frère africain qui lui était pour la liberté, pour l'autodétermination. Mais sa fin, on la connaît en 79. L'opération Cabane de la France détruit son château, son palais et tout ce qui allait avec. On sait, était le gars également pour Mobutu. Mobutu, il a mal fini. Il a peut-être perduré avec le soutien du FMI, de la Banque mondiale, des États-Unis et de la France et des pays européens, mais il a fini très mal également. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça, effectivement, où c'était les Africains qui se présentaient comme une alternative, n'est-ce pas, aux vrais combattants de la liberté africaine, mais en fait, les Européens et l'impérialisme ont réussi justement cette forme de domination postcoloniale à cause de ce qu'on peut appeler des taux. Très bien, Prince. Merci pour cet éclairage concernant cette question. Très chers téléspectateurs, on revient tout de suite après cette courte page publicitaire. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans le plateau de Cap sur l'Afrique. Et ce soir, on se penche sur cette question, la question de nos héritages, la question de la mémoire, en se basant sur cette commémoration, cette triste commémoration à l'assassinat de Patrice Lumumba et de Amilcar Cabral. Je viens vers vous, Fortifi, justement. On va parler d'un sujet que l'urgence panafricaniste a l'habitude de traiter, justement, la domination qui passe par la culture, la domination qui passe par la langue de l'impérialisme blanc, le rôle des identités dans la libération africaine. Quel est l'impact de cette domination qui passe par la langue et par la culture, ce qu'on appelle le soft power finalement? Vous devez savoir que celui qui décide de se battre pour la souveraineté, pour la défense de la liberté de son peuple, doit évidemment et profondément maîtriser la culture et l'identité. Parce qu'il n'y a pas de véritable combat pour la souveraineté si vous ne maîtrisez pas votre propre culture, si vous ne maîtrisez pas votre propre identité. Parce que dans la culture, il y a l'histoire. Dans l'identité, il y a l'être du dominé, il y a l'être du combattant. Et l'oppresseur a réussi à nous débarrasser évidemment de notre identité, de nous débarrasser de notre culture, parce qu'il savait pertinemment que si l'Africain s'éloigne de son identité, s'éloigne de sa culture, il aura du mal véritablement à lutter pour sa liberté. Parce que c'est lui qui connaît son histoire, c'est lui qui connaît son identité, c'est lui qui connaît sa culture, c'est lui qui maîtrise sa langue, bien évidemment, ne peut pas se complaire à vivre dans un système d'exploitation, ne peut pas accepter qu'il puisse y avoir une domination au-dessus de lui. Raison pour laquelle ils ont tout fait pour nous embourber dans leur organisation de francophonie, d'anglophonie, justement parce qu'ils savent, d'ailleurs le français qui est l'exemple le plus patent, le français est une langue culture. Plus vous voulez apprendre le français, plus vous acceptez quelque part mentalement, psychologiquement, à vous laisser dominer justement par la langue de l'oppresseur. Et donc quelque part, on doit comprendre, et c'est d'ailleurs la question qui est primordiale aussi dans cette lutte pour la souveraineté, on doit révisiter notre culture, on doit revoir certaines dispositions de notre identité pour que nous puissions nous affirmer en tant qu'Africains. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, qu'avec la conférence de Berlin qu'il y a eu en 1885, il y a eu une sorte de morcellement de l'Afrique. Et donc, on nous a collé des identités qui ne sont pas en réalité le nôtre.
on doit quelque part faire une sorte de, Mobutu a appelé ça le recours, moi je parle beaucoup plus de retour à l'authenticité, justement, à notre réelle identité, parce que c'est l'affirmation de l'identité, c'est l'affirmation de la culture que vous portez qui peut justement vous mener véritablement dans la lutte pour justement la liberté et la souveraineté. Et donc, il faut comprendre quelques mécanismes et quelques systèmes d'exploitation pour véritablement bien mener ce combat. Et d'ailleurs, pour terminer justement, il faudrait savoir que dans la culture, il y a le passé. Et aujourd'hui, l'impérialisme néolibéral fait tout pour que le dominé puisse oublier, puisse être dans un rapport de conflit avec son passé. C'est-à-dire qu'on vous dit que les passés, c'est le passé, ce n'est plus important, il faut maintenant se comporter en homme libre. Ils appellent cela l'homo nous, un homme qui doit simplement se complaire dans le consumérisme pour justement effacer le passé, pour éradiquer le passé. Alors qu'ils oublient justement, et c'est d'ailleurs ça le joyau de notre réflexion, qu'il n'y a pas de patrie sans passé. Il n'y a pas de république sans passé. Vous ne pouvez pas lutter pour l'indépendance aujourd'hui si vous ne maîtrisez pas le passé de vos résistances, le passé de vos repères. Et donc, pour nous, c'est véritablement central cette question, raison pour laquelle, dans chacune de nos conférences, nous ne cessons de rappeler l'identité et la culture, parce que sans cela, il n'y a pas de carburant pour la voiture de la souveraineté. Très bien. La mémoire est un des dossiers importants sur lesquels le continent africain se penche actuellement, au même titre que la réappropriation culturelle. Nous savons que dans les musées occidentaux, il y a beaucoup de patrimoine qui nous appartient et qu'aujourd'hui, l'Afrique doit récupérer, est en lutte pour le récupérer. Un autre leader panafricain a été assassiné par l'impérialisme blanc. On en parle. Il s'agit d'Amilcar Cabral qui luttait pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Lui aussi a été assassiné dans des conditions tragiques à côté de sa maison. Il a été assassiné quelques mois avant l'indépendance de la Guinée-Bissau qu'il défendait corps et âme. Avant d'entamer ce portrait, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de Amilcar Cabral, je vous propose ce sujet de Mohamed Amin Aberkan. Le 20 janvier 2025 marque le 52e anniversaire de la mort d'Amilcar Cabral, révolutionnaire africain et leader du mouvement anticolonial en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Amilcar Cabral naît le 12 septembre 1924 à Bafata, fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Cabral allie la résistance armée à une forme de dimension politique et idéologique. Sous sa direction, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert mène une guerre de guérilla efficace contre les forces coloniales portugaises qui arrachent l'indépendance en 1973, bien que Cabral ne vive pas assez longtemps pour en être témoin. Le 20 janvier 1973, Amilcar Cabral est tragiquement assassiné à Conakry. Sa mort survient quelques mois avant que la Guinée-Bissau n'obtienne son indépendance. Plus de 5 décennies se sont écoulées depuis sa disparition. L'héritage d'Amilcar Cabral demeure vivant et inspirant. Sa pensée continue d'alimenter les mouvements panafricanistes et anticolonialistes à travers le continent africain et au-delà. Sa vision de la décolonisation, de l'émancipation des peuples et de la justice sociale résonne encore dans les luttes contemporaines pour un monde plus équitable. Aujourd'hui, Amilcar Cabral est célèbre non seulement comme un héros national en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, mais aussi comme un intellectuel et un fin stratège dont les idées continuent de guider les combats pour la liberté et la dignité humaine. Donc on vient de le voir, Amilcar Cabral également a été assassiné dans des conditions tragiques pour son engagement panafricain, pour son engagement nationaliste et souverainiste pour la Guinée-Bissau. Je viens vers vous, Prince Koyej. On va revenir justement sur ces liens des leaders panafricains à l'époque de Kwame Nkrumah, de Julius Nyerere ou encore de Sékou Touré. Le rôle fondateur de Patrice Lumumba, je rappelle, a soutenu l'indépendance de l'Algérie à part des liens qu'il avait avec Frantz Fanon. Après, l'Algérie va prendre à bras le corps les indépendances africaines en soutenant l'indépendance de la Guinée-Bissau avec le soutien inconditionnel à Amilcar Cabral. Et il va y avoir aussi un rôle l'Algérie va jouer un rôle dans l'arrestation de celui qui a exécuté exécuté Patrice Lumumba. Très rapidement, oui. En réalité, les impacts ont été malheureusement
clivant, polarisant. C'est-à-dire qu'on est arrivé en face avec des chefs d'État qui voulaient une indépendance radicale, claire et précise, le respect de la dignité, recouvrer leur liberté. C'était le cas de Sékou Touré dans le Parti du regroupement africain, PRA. On avait également Amical et bien d'autres. Et puis de l'autre côté, on avait Félix Houphouët-Boigny, Sophie du Bénin et bien d'autres qui, eux, souhaitaient, Léopold Sédar Senghor, entre autres, qui souhaitaient que l'Afrique garde toujours, par exemple, des liens avec l'ancienne métropole pour des raisons qui leur étaient propres, qu'ils avançaient. Et donc, finalement, même lors de la constitution, justement, de la nouvelle organisation de l'unité africaine, ces clivages sont ressortis à travers les deux pôles qui se sont créés. L'un des pôles qu'on appelait le pôle de Casablanca et l'autre qui était le pôle de Monrovia. Donc il y avait certains qui souhaitaient qu'on revienne aux frontières d'avant colonisation et certains qui ne voulaient pas qu'on en revienne. Et ça pose la question de justement de l'unicité culturelle, de l'unicité linguistique et du recouvrement des frontières antécoloniales. Donc oui, malheureusement, la voix de Amical, de Sékou et de bien d'autres n'a pas toujours fait l'unanimité. Donc plutôt que de réunir les chefs d'État au début des années 60-70, on a assisté plutôt à une polarisation entre deux camps. Les camps d'une indépendance claire et franche et souveraine et le camp d'une continuation d'une forme de collaboration avec les anciennes puissances coloniales. Et cela continue encore aujourd'hui. Les héritiers de ces deux camps d'autrefois s'affrontent encore aujourd'hui au sein de l'UA. On a vu lorsqu'il y avait des coups d'État Mali, Burkina, Niger, il y avait une grande partie des opinions publiques africaines et des populations de ces pays qui étaient totalement en phase avec les généraux au pouvoir, tandis que certains pays également au sein de l'UA, des condamnations avaient été faites contre ces régimes en place. Donc vous voyez qu'on n'a pas encore résolu finalement cette question mémorielle qui nous permettrait en réalité d'avoir une ligne de conduite africaine globale pour se prémunir et pour se préserver contre l'impérialisme. Parce que les armes et les outils idéologiques que les Afriques définissent ne sont pas encore uniformes. C'est peut-être le défi à relever justement dans le cadre des activités panafricaines. Je viens vers vous, Fortifi. Aujourd'hui, on voit que finalement, l'impérialisme blanc refuse de reconnaître le crime colonial comme étant un crime colonial, refuse de reconnaître ces assassinats ciblés comme étant des assassinats ciblés, refuse de reconnaître les interventions étrangères comme étant des moyens de déstabiliser l'Afrique. On l'a vu avec le général Mouammar Kadhafi qui lui aussi a été finalement ciblé par l'impérialisme. Que signifie aujourd'hui pour l'Afrique la reconnaissance de ces crimes comme étant des crimes contre l'humanité et des crimes d'État ? Vous savez, madame, la nouvelle génération ne s'occupe pas tant de la reconnaissance des crimes par les États occidentaux, par les États criminels occidentaux. Parce que le triptyque de notre pensée aujourd'hui, c'est l'anti-victimisation, l'autodétermination et la virilité du peuple. Aujourd'hui, être là à attendre que l'Occident puisse reconnaître ces crimes serait totalement de la victimisation. Et nous avons décidé en ce XXIe siècle de regarder l'avenir et d'aller droit en avant. Parce que vous n'allez pas demander à l'oppresseur d'accepter qu'il a commis des contre vous. C'est quelque part être dans une sorte... C'est quelque part faire une fausse route sur le plan stratégique. Parce que l'oppresseur reste l'oppresseur et vous ne pouvez pas lui demander de reconnaître des crimes. C'est à vous, bien évidemment, c'est à nous, justement, de continuer à nous battre et de prendre en compte cette non-changeabilité de cette oppression. Ça veut dire que là, il y a un Occident qui ne veut pas et ne voudra pas parce que pour l'Occident, c'est une question d'histoire, c'est une question de dignité, c'est une question de survie parce qu'ils enseignent à leurs enfants que le projet colonial, c'était un projet de civilisation. Ils enseignent à leurs petits-enfants que l'Afrique, on devait la civiliser, on devait la coloniser pour justement l'humaniser. Donc, pour eux, c'est une question de survie, c'est une question de dignité, c'est une question de préservation d'une culture, de préservation de leur
certains parleront de leur impérialisme. Et pour nous autres, ça doit être une question qu'on ne doit pas prendre justement, qu'on ne doit pas mettre dans la centralité de notre réflexion ou de notre lutte. On doit plutôt avancer et voir les choses d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander à l'agression de reconnaître ses propres crimes contre nous. On doit plutôt avancer et de voir comment cette agression ne pourra plus avoir le droit, ne pourra plus avoir ces pouvoirs-là de répéter ces crimes sur nos territoires. Très bien, je viens vers vous, Prince Koya, avec la même question. Est-ce que vous partagez l'avis de notre ami Fortifi qui estime finalement qu'aujourd'hui, la lutte des jeunes générations panafricaines doit regarder en avant pour justement éviter que l'histoire ne se répète? Aujourd'hui, la lutte du continent africain, estime Fortifi, doit être dans ce chemin d'aller de l'avant et de faire en sorte que plus jamais le continent africain ne soit le théâtre de l'impérialisme, ne soit le théâtre de la déstabilisation. Qu'en pensez-vous, Prince Koya? Très bien. Je suis en partie d'accord avec lui. Je fais vraiment la différence entre ne pas commander la reconnaissance de ceux qui ont opprimé. Je suis totalement d'accord. Mais je suis aussi pour déterminer notre propre histoire et l'écrire. Parce que l'histoire, il faut l'écrire. La mémoire, il faut l'écrire. Il faut l'écrire pour notre génération et les générations à venir. Et évidemment, avant de l'écrire, on ne va pas demander que cette histoire soit validée par les oppresseurs. Donc, il faut écrire notre histoire. Il faut se cantonner à ce que nous savons, à ce que nous avons appris pour avancer. Et en ce sens, je suis totalement d'accord avec lui. Cependant, le droit international, entre guillemets, qui a pris son essor après 1945, n'a pas été écrit par nous. La charte de l'ONU n'a pas été écrite par nous. Ce droit international a été écrit par ces mêmes puissances mondiales, entre guillemets. Alors, ce droit international dit que lorsqu'il y a eu des crimes terribles, comme des crimes coloniaux, des crimes de génocide, d'exploitation humaine, contraires à toutes les déclarations internationales des droits de l'homme qui ont été signées par ces mêmes puissances, il y a des principes qu'on appelle des principes de reconnaissance. Il suffit simplement de dire, nous reconnaissons que nos ancêtres ont péché contre les vôtres. Ça permettrait même de soigner l'humanité. C'est aussi important. Ça permettrait de construire une forme d'humanité universelle, non pas qu'on commande, mais demain, ça permettrait aux générations de prendre conscience de part et d'autre des grosses erreurs qui ont été commises. Parce que c'est fait pour les Juifs, pour le génocide juif. Tous les pays du monde ont accepté de le reconnaître, de l'enseigner. Alors pourquoi pas le nôtre? Donc là où je dis qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'ils le reconnaissent, mais c'est aussi important, si on doit se faire respecter, que le mal qui nous a été fait soit tôt ou tard reconnu par quelques moyens que nous allions utiliser. Parce que nous n'allons pas rester les dindons de la face et qu'aux autres, on puisse leur reconnaître le mal qu'ils ont subi. Mais à nous, en réalité, qu'on nous dénie toujours ce droit qui est pourtant consigné dans le droit international. La reconnaissance, la réparation, toutes ces choses, ce sont des obligations du droit international qui ont été faites par eux. Donc à un moment donné, oui, nous allons nous appuyer sur nos forces pour avancer, mais il est important que l'Occident reconnaisse enfin, quand il s'agit de l'Afrique, le même droit international qui s'est mis à ériger. De toutes les façons, j'ai toujours pensé que quand il s'agit de nous, ce droit restait caduque, inefficace. Mais en matière mémorielle, c'est quand même important. Certains pays l'ont commencé justement par les pressions africaines. L'Allemagne l'a reconnu en Namibie. La France est en train de restituer des objets volés parce que l'intérêt se trouve aussi là. Ne pas le dénoncer, ne pas aller vers eux le dire, va faire que notre patrimoine qui est encore là-bas sera bloqué. Donc, je pense aussi qu'il y a cette démarche, non pas de commander, mais d'aller revendiquer et dire que nous savons que vous l'avez fait, nous vous demandons justement de nous les restituer. Très bien. J'ai vu que Fortifi n'était pas vraiment d'accord avec les propos de Prince. Justement, j'aimerais apporter une précision. Prince estime qu'aujourd'hui, finalement, il y a sur deux volets sur lesquels on peut avancer. Il y a aussi la nécessité, et c'est là où j'aimerais avoir votre avis, Fortifi. Est-ce que finalement, par la reconnaissance du crime contre l'humanité, du crime colonial commis en Afrique, l'Occident permettrait à son propre peuple d'assainir son histoire? Parce qu'on sait que dans les manuels scolaires, le peuple occidental, finalement, est maintenu dans
l'ignorance de l'histoire, de son histoire à lui. C'est une réalité. Le crime de guerre, le crime colonial fait partie de cette histoire occidentale. Et vous l'avez dit en début d'émission, c'est intimement lié avec cet amour du sang. Et on l'a vu à Gaza, où un génocide sans précédent, un génocide qui a été documenté jour après jour par les victimes elles-mêmes. S'il y a reconnaissance du crime contre l'humanité en Afrique, est-ce que finalement on ne permettrait pas au peuple occidental de guérir finalement, parce que de notre côté, on connaît notre histoire, on connaît nos leaders, mais surtout on connaît notre valeur et nos valeurs. Mais madame, j'aimerais bien être dans cette perception angélique du monde, mais là je suis face à la réalité, à la cruauté d'ailleurs de la réalité, à la brutalité de la réalité mondiale. Aujourd'hui, il faut le dire, le droit international n'existe que sur le papier. Dans le fait, il n'existe pas. Aujourd'hui, en RDC, nous comptons plus de 10 millions de morts. C'est d'ailleurs le projet des Américains et des Rwandais soutenu par Paul Kagame, Museveni, etc. Il n'y a jamais eu de reconnaissance internationale et le droit international n'a jamais agi en fonction de cela. Le peuple palestinien dont vous venez de mentionner, aujourd'hui, ce peuple vit un génocide qui dépasse l'entendement. Il y a des vidéos qui sortent tous les jours, mais le droit international n'agit pas. Aujourd'hui, il ne doit pas être question de reconnaissance, mais plutôt, on doit faire valoir ou on doit imposer notre volonté de puissance. Parce que le monde est fait ainsi. Le monde est fait de barbarie, le monde est fait de sauvagerie, le monde est fait de tuerie. On ne pourra pas changer cela. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec la venue de Trump au pouvoir, vous avez très bien remarqué que nous allons totalement mettre de côté les droits internationaux, nous allons totalement mettre de côté le multilatéralisme parce que chacun veut fonctionner selon l'idéologie nationale, les ambitions nationales. Et donc, pour moi, je pense qu'au lieu de s'attarder à réfléchir sur comment est-ce que nous allons assainir ou réhumaniser le peuple occidental, je pense que c'est une entreprise vaine. Le mieux, ça serait de pouvoir mettre en place notre propre système éducatif pour, on va dire, désaliéner notre population, pour réhumaniser notre population et pour pouvoir justement faire imposer notre volonté des puissances. La reconnaissance en ce moment où les idéologies de l'extrême droite sont en train de prendre de l'ampleur en ce moment où il y a American First, en ce moment où il y a la Russie qui essaie, elle aussi, de faire éclater sa volonté de puissance, de faire respecter sa culture, je pense que cela n'a pas lieu d'être aujourd'hui. La meilleure manière, d'ailleurs, je pense que notre très cher dirigeant du Hezbollah, qui a été aussi assassiné par les sionistes, avait très bien dit qu'aujourd'hui, le monde n'existe que par le rapport de force. Et seul le rapport de force. D'ailleurs, je pense que si aujourd'hui, on développe nos pays, si aujourd'hui, on redonne la souveraineté à nos pays et qu'on lui donne cette grandeur, on lui donne cette volonté de puissance, les Occidentaux seront donc, on va dire, obligés à respecter ou à reconnaître leurs propres crimes. Mais tant que l'Afrique sera faible, tant que l'Afrique ne sera pas justement dans cette logique de la souveraineté et de l'unité, rien, aucune entreprise ne poussera l'agresseur, ne poussera l'oppresseur à reconnaître ses crimes en Afrique. Et d'ailleurs, pour nous, ce n'est qu'un détail de l'histoire parce que nous décidons de regarder vers l'avant et nous décidons d'enseigner à nos militants, à nos sympathisants, à nos enfants ce que doit être l'Africain de demain et ne plus revenir sur la reconnaissance de quelconque entité. D'une quelconque entité. Très bien, je viens vers vous, Prince Koya, pour une dernière question. Justement, Fortify a donné son avis concernant cette nouvelle configuration des relations internationales dans un contexte géopolitique mondial de plus en plus tendu avec le retour notamment de Trump et on l'a vu avec l'America First, avec cette idée des puissances qui veulent se reconcentrer sur leurs intérêts au détriment de nos intérêts, nous Africains, que nous, on doit défendre. Je pense avoir bien résumé la pensée de Fortify. Je viens vers vous, Prince. Est-ce que finalement aujourd'hui, il peut y avoir une interconnexion des luttes africaines pour justement aller dans l'avant dans ce projet panafricain face au néocolonialisme et au néolibéralisme? Oui, de toutes les façons, il y a beaucoup de convergences aujourd'hui.
s'améliorer. Je rappelle que quand on parle d'Afrique, on parle de maths, on parle de tout, on parle de tradition ancestrale. Si on veut être vraiment conforme à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, l'Afrique n'est pas un continent qui impose sa puissance aux autres. Et la souveraineté ne signifie pas puissance. C'est deux thèmes assez différents. La souveraineté, c'est la capacité à s'assumer, à ne pas dépendre de l'autre. Mais on peut être souverain et pacifique. Et ça a toujours été l'Afrique. L'Égypte, même dans sa puissance et dans sa gloire antique, n'a jamais eu de propensions expansionnistes. Ce n'est pas notre mentalité. Et ce le dit n'est pas d'être faible. Alors que la puissance, c'est la capacité non seulement d'être souverain, mais de faire et d'imposer ses volontés aux autres. Je ne sais pas si c'est cette Afrique qu'on veut, pourquoi pas, mais il faut aussi discuter autour de cela. Je pense que quand on dit que l'Afrique doit, par exemple, demander à ce qu'on lui rende ses œuvres d'art, vous l'avez dit, la culture, les œuvres d'art, c'est notre histoire. Prince, on arrive à la fin du temps. À partir de ce que vous pouvez résumer très vite votre idée, s'il vous plaît. Donc, ce que je veux dire globalement, c'est que oui, l'Afrique a besoin de souveraineté, l'Afrique a besoin de déployer une politique de puissance, mais en s'accordant sur les moyens et les stratégies à mettre en place pour y arriver. Je pense que c'est là où ça bloque aujourd'hui. Très bien, merci. Prince, je viens vers vous, Fortifi. Vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Et je vous préviens, il doit être positif. C'est la tradition de Cap sur l'Afrique. Bien évidemment, je dirais simplement que lorsque je parle de la volonté des puissances, j'ai l'appréhende avec le prisme nietzschéen qui veut simplement dire qu'on doit voir la vie telle qu'elle est et on doit justement affirmer notre identité, affirmer justement notre souveraineté. Et le message pour clore cette paix d'échange, c'est simplement de dire à la jeunesse africaine, de dire à la jeunesse congolaise, à la jeunesse algérienne, à la jeunesse ivoirienne, de porter en elle cette angoisse collective existentielle. On doit porter ces sentiments de crainte qui doivent nous faire comprendre que le peuple peut disparaître sur la surface de la terre. Et donc, si on porte cette peur, cette angoisse collective existentielle, cela va nous élever vers la grandeur et une volonté de puissance. Merci Fortifi, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci à Prince Koya d'avoir répondu présent et de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.